Bonjour chers amis, dans cette vidéo nous allons aborder les différences entre le plastique opaque et le plastique transparent des maquettes, que l'on appelle aussi partie vitrée ou verrière. Nous allons aborder les causes de cette différence et les précautions à prendre lors de leur manipulation. Pour le plastique opaque, il est flexible et il est élastique, puisqu'il reprend sa forme après flexion. Il est ductile à la chaleur, c'est-à-dire qu'il peut s'étirer. Voilà. Il est résistant au choc et il se coupe très bien à la pince à dégrapper. Tout à l'heure, j'avais dit qu'il était flexible, c'est donc qu'il est tolérant aux micro-fissures. Il accepte les contraintes mécaniques sans se fissurer. Il résiste en fait aux contraintes dans une certaine mesure que l'on applique sur lui, car il les amortit. Pourquoi? Car il n'y a pas de tension interne après moulage. Il se ponce très bien. Comme on le voit ici, la surface est poncée sans problème. Il se gratte aussi très bien. Il accepte de nombreux solvants organiques contenus dans certaines peintures, comme ici une peinture lac, des diluants, comme ici le lacquer thinner, les solvants de la colle, comme cette Tamiya Cement, et les solvants de dégraissage, comme l'alcool. Maintenant, nous allons parler du plastique transparent. Il est particulièrement intolérant aux déformations. Il est rigide et si vous voulez continuer à le fléchir, il va casser. Il résiste moins au choc. Là, il ne s'est rien passé car je l'ai laissé tomber d'une faible hauteur. Il se casse à la pince à dégrapper. Comme vous le voyez sous la pression de la pince à dégrapper, la grappe a coupé net. Comme on le voit ici, on a une surface plane. Au contraire du plastique opaque qui, comme vous voyez, s'est déformé avant de céder. C'est pour cette raison que l'on déconseille vivement de dégrapper les parties transparentes avec une pince à dégrapper. On utilisera plutôt une micro-scie. En fait, il ne résiste pas aux contraintes car il y a des tensions internes après moulage. Contrairement au plastique opaque. Il supporte mal le ponçage et la chaleur qui s'en dégage. Comme vous le voyez, la partie poncée est devenue opaque. Et bien évidemment, il ne supporte pas le grattage non plus. Entre parenthèses, j'ai fait une vidéo sur l'aspect théorique du ponçage des pièces transparentes, dont vous trouverez le lien en haut et à droite de la vidéo, en description et à la fin de cette vidéo. Quant aux solvants, ils les supportent très mal aussi par rapport au plastique opaque. Par exemple des peintures avec leur diluant de type lac, la colle Tamiya Cement ou dans un moindre degré l'alcool. En conclusion, la verrière était initialement chargée de contraintes et il suffit d'un simple déclencheur pour qu'elle se fissure toute seule. J'entends par fissurer les micro-fissures qui donnent des opacités, des fissures et même des cassures. Contrairement à cette verrière qui n'a pas subi trop de contraintes. Donc une verrière peut se fissurer dès qu'on la touche par la combinaison de contraintes internes qui sont les tensions internes au moulage et externes qui sont les contraintes par nous-mêmes, mais aussi par une modification chimique qui sont aussi des contraintes. Maintenant nous allons rechercher pourquoi il y a tant de différences entre le plastique opaque et le plastique transparent. Mais avant d'aller plus loin, je vais vous parler de la molécule de benzène qui est composée de 6 carbones et de 6 hydrogènes. La voici. Les C représentent les carbones et les H représentent les hydrogènes. Et les traits que vous voyez correspondent aux liaisons chimiques. Et chaque liaison chimique correspond au partage de 2 électrons. Ici, vous voyez qu'on a 2 liaisons chimiques qui s'appellent une double liaison, donc un partage de 4 électrons. Mais ce qui va se passer, c'est que ces doubles liaisons vont changer de place alternativement pour qu'il n'y ait pas de jaloux. Celle-ci va passer ici, celle-ci va passer ici et celle-ci va passer là. Et à force de changer de place, cela va créer un nuage d'électrons au-dessus et en dessous de la molécule. Ceci est une façon simplifiée d'écrire le benzène et c'est une des plus courantes. Mais on a une autre façon aussi, c'est celle-ci, où le cercle représente le nuage d'électrons. Nous voyons ici une autre présentation de la molécule de benzène, avec chaque carbone ayant son nuage d'électrons perso. Et ce qui va se passer, c'est que ces nuages d'électrons perso vont faire une sorte de fusion pour donner le fameux nuage d'électrons au-dessus et en dessous de la molécule. À la molécule de benzène, on peut rajouter d'autres atomes de carbone, comme vous le voyez ici. Et dans ce cas-là, on a le groupement phényl, dont fait partie la molécule de styrène. Ces molécules de styrène vont s'accrocher l'une à l'autre, ou plus scientifiquement se polymériser, pour finalement donner le polystyrène.
Sur cette figure de profil, comme on l'a dit tout à l'heure, on a un nuage d'électrons au-dessus et en dessous de la molécule. Ces nuages d'électrons sont chargés négativement. Et ceci va avoir une conséquence importante, car si on prend deux molécules de styrène dont le nuage électron est chargé négativement, quand deux molécules de styrène vont se rapprocher, elles vont déformer le nuage de l'un et de l'autre. Et il va apparaître un pôle plus et un pôle moins sur le nuage d'électrons. Et sur l'autre molécule, un pôle plus et un pôle moins. Finalement, on a quelque chose qui va ressembler à un aimant avec un pôle moins et un pôle plus. Et donc deux molécules de styrène vont s'attirer réciproquement. Ce type d'attraction correspond à ce que l'on appelle les forces de Van der Waals. Nous voyons ici les différents types d'attraction de molécules de benzène, qui je rappelle est contenu dans le styrène. Et il peut avoir plusieurs types d'attraction, comme vous le constatez, de tous les côtés. Finalement, si l'on prend deux molécules de polystyrène, une va présenter un pôle moins et une va présenter un pôle plus. Et donc les deux molécules de polystyrène vont s'attirer comme des aimants, ce que j'ai symbolisé par cette double flèche. Ces forces qui les attirent s'appellent les forces de Van der Waals. Et comme vous allez le voir un peu plus loin, elles sont fondamentales pour notre plastique. J'ai pris l'exemple de deux molécules parallèles, mais dans la réalité, elles sont nombreuses, elles peuvent avoir plusieurs directions, dans le plan, mais aussi dans l'espace, ce qui va donner un véritable enchevêtrement. On peut comparer cela à une botte de foin où les herbes seraient des molécules de polystyrène agglutinées et maintenues entre elles par les forces de Van der Waals. Et c'est cela qui va donner la solidité à votre matière plastique opaque ou transparente. C'est les très nombreuses molécules de polystyrène maintenues entre elles par les forces de Van der Waals. Et maintenant, on risque de vous surprendre. Comme on l'a vu, le plastique opaque et le plastique transparent ont des propriétés physiques très différentes. Et pourtant, elles sont composées de la même molécule, le polystyrène. Et nous allons approfondir pourquoi, malgré que ce soit la même molécule, les propriétés physiques de ces deux plastiques sont différentes. Pour le plastique transparent, un des critères est la pureté, c'est-à-dire qu'il contient exclusivement du polystyrène à l'exclusion de tout autre additif. Si on schématise ici, on a plusieurs molécules de polystyrène attirées entre elles par les forces de Van der Waals, ce qui crée forcément une forte immobilité entre les chaînes, et donc le tout est particulièrement rigide et par conséquent fragile aux contraintes mécaniques, pouvant donner des micro-fissures se propageant en ligne droite. Ces micro-fissures donnant de l'opacité à votre vitre, des fissures et voire même des cassures. Donc on peut comparer le plastique transparent à cette tour d'immeuble qui est sur un support fixe et en cas de tremblement de terre, cela va se fissurer, se lézarder, voire même des parties de l'immeuble s'effondrer. Pour le plastique opaque, il est appelé aussi HIPS, ce qui veut dire High Impact Polystyrène, c'est-à-dire polystyrène résistant au choc, quelle que soit leur nature. Mais avant, on va parler d'une autre molécule qui est le butadiène, qui va se polymériser en une longue chaîne qui est le polybutadiène. Et ces chaînes de polybutadiène vont s'insérer entre les molécules de polystyrène. On peut schématiser le plastique opaque, qui est ici. Je vous rappelle que le plastique transparent était fait de chaînes de polystyrène pures, alors que dans le plastique opaque, on a les mêmes chaînes de polystyrène, mais est inséré en divers endroits des molécules de polybutadiène qui est souligné par des cercles. Et ce butadiène va avoir pour rôle de mieux absorber l'énergie et donc de bloquer la propagation des micro-fissures comme un amortisseur, ce qui permettra la déformation sans dommage, et donc le plastique opaque est souple, tolérant et non cassant. Si nous revenons à nos deux tours, et maintenant nous regardons la tour de droite, nous voyons qu'elle est fixée sur un système amortissant. Donc en cas de tremblement de terre, elle va vibrer mais ne va ni se fissurer, ni se lézarder, ni s'effondrer. Donc le plastique transparent est cette tour sur un support rigide, et le plastique opaque qui est plus souple est cette tour fixée sur un système amortisseur. Maintenant, on va prendre un exemple plus poétique que l'on trouve dans les fables de La Fontaine. Le chêne est rigide et le roseau est souple. Et là, il va y avoir aussi des contraintes qui est le vent. Le chêne qui est rigide va casser et le roseau qui est souple va plier. Et comme vous l'avez compris, le chêne est le plastique transparent et le roseau le plastique opaque. Donc le plastique transparent est du polystyrène pur sans additif, alors que le plastique opaque est du polystyrène avec additif comme le butadiène qui est l'équivalent du caoutchouc.
Finalement, le plastique transparent et pur est donc très fragile, alors que le plastique opaque chimiquement transformé va sacrifier la transparence pour gagner en résistance. Maintenant que nous avons vu les différentes conséquences des contraintes mécaniques, sur le plastique opaque et transparent, nous allons voir l'action de certains solvants. Comme on l'a dit précédemment, la cohésion de votre plastique tient des forces de Van der Waals. Pour le plastique transparent, on va reprendre l'exemple de nos 2 molécules de polystyrène. Dans le polystyrène pur, les solvants, même à l'état de vapeur, vont s'insérer entre les molécules de polystyrène et diminuer d'autant les forces de Van der Waals. Par exemple, si vous travaillez à côté de la colle cyano, même sans contact, les vapeurs vont pénétrer le plastique transparent. Là, on voit des molécules de solvant qui ont fait disparaître certaines forces de Van der Waals. Ici, j'ai pris comme exemple le butanone contenu dans la colle Revel, l'acétate d'éthyle contenu dans la colle extrafluide et même l'alcool. Comme vous le constatez, quand il y a des solvants, cela enlève un certain nombre de liaisons de Van der Waals. Et cela va fragiliser la structure et donner des micro-fissures, se traduisant par des opacités, des fissures et voire même des cassures. Maintenant, pour le plastique opaque, par exemple la colle Revel ou Tamiya va s'insérer entre les chaînes comme le plastique transparent, comme on le voit ici. Et cela va affaiblir les forces de Van der Waals. Mais cela va être amorti comme on le voit, vous voyez que les lésions de Van der Waals sont moins fortes, grâce aux polybutadiènes. Et donc cela ne va pas se fissurer ou casser, mais au contraire se ramollir et fondre, et c'est cette propriété qui va permettre de coller 2 pièces de plastique opaque ensemble. C'est l'équivalent d'une soudure. Et une fois le solvant de la colle évaporé, le polystyrène va retrouver sa cohésion et les pièces sont collées. Comme on le voit ici sur cette maquette qu'on est en train de faire, on a collé des éléments, il y a eu une soudure, le solvant s'est évaporé et la soudure s'est durcie pour devenir stable. Cela grâce au polystyrène du plastique opaque où est inclus le polybutadiène. Les solvants créent donc des contraintes comme pour le plastique transparent, mais le plastique opaque va absorber les contraintes grâce au polybutadiène. Sinon, il y a d'autres solvants qui ont une action sur le plastique opaque, comme l'acétone, qui va blanchir, marquer le plastique, voire le ramollir, et éventuellement la cyano va avoir un impact, mais elle ne dissout pas le plastique opaque. En conclusion, en comparant pour le plastique opaque, les colles donnent une soudure stable, l'acétone marque le plastique et le ramollit, et les vapeurs de cyano peuvent le blanchir. Au contraire du plastique transparent qui va donner dans tous les cas des micro-fissures, donnant des opacités, des fissures, voire même des cassures. Maintenant, on va comparer le plastique opaque et transparent vis-à-vis de la chaleur. Avant, je vous signale que votre écran n'est pas flou, c'est le schéma qui est flou. Pourquoi? Ça représente des vibrations. Que ce soit pour le plastique opaque ou transparent, quand la chaleur augmente, les chaînes de polystyrène vibrent davantage et les forces de Van der Waals vont devenir moins efficaces. Et les chaînes de polystyrène vont avoir tendance à se mobiliser localement. Pour le plastique transparent, cela peut engendrer des déformations, une opacité ou des fissures différées au refroidissement. Pour le plastique opaque, les chaînes vont vibrer de la même façon à la chaleur, mais il y a toujours notre fameux butadiène qui va absorber les vibrations et mieux préserver les forces de Van der Waals. Il y aura moins de contraintes et le plastique opaque pourra se déformer sans casser. Si l'on reprend l'exemple de nos 2 immeubles, l'immeuble qui est sur un support fixe va vibrer et se détruire, et l'immeuble qui est sur un système amortisseur va vibrer mais rester intact. En conclusion, que ce soit les contraintes physiques, chimiques ou thermiques, elles vont agir de la même manière sur les forces de Van der Waals que le plastique soit opaque ou transparent. Ces contraintes vont augmenter la distance locale entre les chaînes et affaiblir les forces de Van der Waals. La différence de comportement entre le plastique opaque et le plastique transparent tient exclusivement du butadiène contenu dans le plastique opaque. Pour le plastique transparent, il n'y a que du polystyrène avec des contraintes figées ou moulage sans action amortissante. Et dès que les forces de Van der Waals vont lâcher, la propagation des micro-fissures va être très rapide, comme on le voit sur cette verrière. Pour le plastique opaque, il y a en plus du butadiène qui absorbe les déformations et réduit les contraintes. S'il y a un début de micro-fissure, elle dissipe l'énergie et arrête la micro-fissure car les contraintes ne restent pas concentrées et se répartissent. Donc, à retenir, les forces de Van der Waals sont la colle du polystyrène, donnant la solidité à votre plastique.
Elles agissent de la même façon dans le plastique transparent et le plastique opaque, mais le butadiène dans le plastique opaque change la façon dont l'énergie est dissipée. Finalement, qu'est-ce qui va différencier le plastique opaque et le plastique transparent? Les contraintes internes qui n'existent que dans le plastique transparent, la pureté au contraire du plastique opaque, et les additifs qui sont contenus dans le plastique opaque. Maintenant, si on aborde uniquement les verrières, elles peuvent se fissurer toutes seules. Pourquoi? Il y a des contraintes internes au moulage. Le plastique est injecté très chaud et il refroidit rapidement de façon non uniforme et il reste figé sous tension, qui est une énergie potentielle qui peut se libérer par un déclencheur le plus minime qui soit. Contrairement au plastique opaque, la moindre amorce de fissure, sous sa tension interne, peut se propager seule. Il est extrêmement sensible aux alcools, vapeur de solvant, aux colles cyano, même sans contact direct, à certaines colles et certaines peintures et diluants. Même des vapeurs peuvent pénétrer la surface, le fragiliser et déclencher des fissures des heures voire des jours plus tard. Les variations de température, une nuit fraîche et des journées chaudes provoquent des dilatations et des contractions qui, sous la pression de la contrainte interne, peuvent fissurer la pièce. Et il faut tenir compte aussi de l'ancienneté de la pièce. Une verrière ancienne peut se fissurer toute seule dans sa boîte. Ce sont les 5 critères qui peuvent donner une fissuration spontanée de votre verrière. Maintenant, dans la pratique, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas abîmer vos verrières ou parties vitrées de votre maquette? Premièrement, comme on en a parlé, il faut éviter les contraintes physiques et mécaniques. Pour décoller une pièce de maquette sur sa grappe, il peut arriver que certains d'entre vous la fassent tourner pour la détacher. Cela doit être absolument évité sur une partie vitrée, car si vous décollez la pièce en la tordant, ça risque de casser la partie de la verrière. Sur une grappe en matière opaque, vous pouvez dégrapper avec une pince à dégrapper. Sur une partie vitrée, c'est absolument déconseillé, car cela risque de fissurer, voire de casser la pièce transparente. Il sera préférable d'utiliser une mini scie comme pour les maquettes en résine. Voilà, et on prend son temps pour dégrapper la pièce. Il ne faut pas tenir une pièce transparente par les bords, cela risque de casser. Encore moins avec une pince Bruxelles. Et ce qu'il faut encore moins faire, c'est utiliser une pince Bruxelles croisée, car les contraintes seront trop importantes. Pour maintenir votre verrière, il faudra plutôt choisir un support amortissant, comme par exemple un support en mousse, sur lequel vous pourrez placer votre verrière. Mais quand vous allez faire des manipulations sur cette verrière, sur ce support en mousse, la verrière va forcément bouger. L'idéal serait de bien la maintenir sur ce support en mousse. Afin de bien la maintenir sur ce support en mousse, on peut utiliser utilement du Muséum Gel. C'est un gel transparent que l'on va appliquer sur certains pourtours de cette verrière. On va donc prélever un petit peu de ce gel et l'appliquer sur certains pourtours de la verrière. Voilà, j'ai appliqué d'un côté, je n'ai plus qu'à faire l'autre côté. Ensuite, je n'ai plus qu'à appliquer cette verrière sur le support en mousse. Et là, comme vous voyez, si vous voulez peindre, il n'y a plus aucun problème. Et si vous voulez poncer, la verrière reste sur place. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez récupérer le gel que vous avez mis sur votre verrière. Et le remettre dans votre pot de Muséum Gel. Ce Muséum Gel a une particularité, comme je l'expliquerai tout à l'heure pour d'autres produits. Au bout de quelques heures, il se comporte comme un liquide, donc vous le retrouverez intact. Voici notre Muséum Gel après quelques heures. Comme vous le constatez, il est revenu à son état initial. Il est donc parfaitement réutilisable. À la place du Muséum Gel, vous pouvez éventuellement utiliser du Patex ou du Blu Tack. Maintenant, pour maintenir la verrière, il y a une autre méthode, comme utiliser une pâte en silicone. Par exemple, comme le Thérapie Putty qui ne contient aucun résidu gras et qui est donc très adapté sur les verrières. Sa consistance est celle d'un solide plastique. Il est initialement utilisé pour la kinésithérapie de la main. On a aussi le Putty AK Masque qui se rapproche du Théraputty et qui contient très peu de résidus gras. Sa consistance est celle aussi d'un solide plastique. Il est initialement utilisé pour le camouflage avec un aérographe. On a aussi le Siliputty mais qui peut contenir des huiles silicone libres et donc qui peut laisser un léger film sur la verrière. Sa consistance est celle aussi d'un solide plastique. Il est utilisé normalement comme un jouet.
Mais on a aussi de la pâte à modeler classique, mais qui contient des huiles et de la cire selon les marques, et donc peut laisser un film gras. Ces supports sont très bien pour mettre des masques sur la verrière, pour faire de la peinture individuelle sur la verrière, par exemple au pinceau, et aussi pour le ponçage de la verrière. Il faut signaler que le Terraputi de 170 g de couleur chair a la même propriété que le Muséum Gel, c'est-à-dire qu'il se déforme quand on le prend comme un solide plastique, mais une fois laissé dans son pot, il revient à l'état initial. Il est donc aussi réutilisable. Bien sûr, le Putti Akamasque et le Siliputi sont réutilisables aussi, mais avec des propriétés physiques un peu différentes. Je vais vous montrer le maintien de la verrière avec par exemple le Terraputi. Donc avec votre main, vous retirez le Terraputi. Voilà, là on a commencé à bien le retirer. Par la suite, il suffit de l'enlever tout simplement de son pot. Ensuite, on va le modeler. Et on va le modeler en haut pour qu'il puisse rentrer dans la verrière. Voilà, mais c'est juste un petit modelage. Ensuite, on va prendre notre verrière et l'enfoncer très délicatement dans le Terraputi. Il faut vérifier que les bords de la verrière ne se sont pas écartés. Ensuite, il suffit juste de tenir le Terraputi pour faire de la peinture, des masques ou du ponçage sur votre verrière. Comme ça, elle est bien maintenue sans contrainte. Comme vous l'avez vu, j'ai mis le Terraputi à l'intérieur de la verrière. Mais que se passe-t-il si vous utilisez de la pâte à modeler qui est faite d'huile et de cire et qui va donner un voile gras? Vous devrez ensuite nettoyer avec de l'eau et du savon. Dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est tapisser l'intérieur de la verrière avec de la bande masque Tamiya. On va prendre la bande cache et tapisser l'intérieur. Voilà, comme ceci. Là, j'ai du Terraputi, mais imaginons que c'est de la pâte à modeler. Eh bien, vous l'appliquez sur la pâte à modeler via la bande masque Tamiya. Et ainsi, vous pouvez tenir votre verrière sans transfert de résidus graisseux sur votre verrière. Et ensuite, il n'y a plus qu'à enlever la pâte à modeler, enlever la bande cache Tamiya, et votre verrière est récupérée sans résidus graisseux. Et il n'y a plus qu'à remettre le Terraputi dans son pot. Comme je vous l'avais dit, après quelques heures, le Terraputi reprend sa forme initiale. C'est donc un solide plastique qui, au repos, se comporte comme un liquide visqueux. Pareil que le Muséum Gel. Maintenant, on va voir ce qu'il faut éviter de faire pendant le ponçage. Là, je vais prendre du Siliputi et je vais le placer sur la verrière. Pour poncer, il faudra le faire avec des mouvements larges et non poncer localement. Car il ne faut jamais concentrer la pression mais la répartir. Et toute pression localisée sera une zone de rupture potentielle. N'oubliez pas quand vous poncez de faire des pauses de 5 secondes. Cela évitera la surchauffe. Et n'utilisez pas prématurément un abrasif trop fin. Il faudra le faire avec des grains progressifs. Par exemple de 3000 à 12000. Sinon vous allez poncer plus longtemps, donc les contraintes seront plus grandes et la surchauffe sera plus importante. Pour le maintien de la verrière une fois qu'elle est collée sur le fuselage, surtout n'utilisez pas de pince, utilisez plutôt de la bande cache Tamiya, mais sans mettre cette bande cache sous tension. Je vous rappelle la formule pression est égale à la force divisée par la surface. Et donc plus la surface sera faible pour une même force, plus la pression sera élevée. En conclusion, il faut répartir la pression sur votre verrière, ne jamais la concentrer, ce qui peut donner des zones de rupture potentielle. Après avoir vu comment éviter les contraintes mécaniques et physiques sur votre verrière, nous allons voir en deuxièmement comment éviter les contraintes thermiques. Il faut éviter l'exposition à des variations de température. Par exemple, une exposition au soleil et par la suite une nuit fraîche. Il faut éviter aussi le passage brutal du chaud au froid si vous avez des mains froides et que vous êtes dans un local chauffé. Si le séchoir est utilisé avantageusement, plus particulièrement pour la peinture acrylique sur le plastique opaque, il faut l'éviter complètement sur votre verrière. Et éventuellement aussi l'éloigner de l'air chaud de votre cabine de peinture si vous en avez une. Il faut plutôt essayer de travailler à une température stable, entre 18 et 22 degrés dans l'idéal. Il faut éviter le ponçage ou le polissage trop rapide qui donnera un échauffement local. Il faudra préférer un ponçage lent avec de l'eau et faire des pauses de 5 à 10 secondes.
Et bien évidemment, surtout ne pas chauffer la pièce pour la rendre flexible, ça cassera. En conclusion, il faut travailler avec une chaleur douce et éviter les chocs thermiques qui vont causer un passage du froid au chaud et vice-versa. Maintenant, troisièmement, nous allons voir comment éviter les contraintes chimiques. Pour la colle, il y a certaines colles à éviter sur le plastique transparent qui donneraient des opacités, des fissures ou des craquelures. La colle cyano, la colle éthylméthylcétone appelée aussi butanone que l'on trouve dans la colle Revel et la colle acétate d'éthyle que l'on trouve dans la colle Tamiya fluide. Et donc éviter ces colles à évaporation rapide dans un milieu fermé. Car effectivement, si vous mettez ces colles sur votre verrière, vous allez ensuite la fermer en la collant sur le fuselage. Et c'est comme cela que l'évaporation des solvants va donner les dommages que j'ai décrits à votre verrière. On va plutôt préférer les colles PVA qui sont le polyvinyl acétate, mais qui s'appellent aussi colle vinylique dans le commerce. Ce sont les colles blanches, colle à bois, colle scolaire, colle papier ou carton. Pour les maquettes, une des plus connues est la Micro Crystal Clear, qui ne contient pas de solvant, donc idéale pour les verrières et qui devient transparente en séchant. Mais il y a plein d'autres marques de ce type de colle pour les maquettes. Vous avez pour les verrières un autre type de colle utilisé moins fréquemment, la colle UV qui sèche uniquement lors de l'exposition à la lumière ultraviolet, qui va passer de liquide à gel solide en quelques secondes. Une marque connue est la colle Bondic. Pour dégraisser votre verrière, il faut éviter l'alcool et il faut choisir plutôt le savon et l'eau. Et il faut surtout éviter des diluants comme l'acétone, le lacquer thinner, le white spirit ou l'essence F. Avant de clôturer ce chapitre, on va aborder de façon succincte un autre type de verrière, les verrières thermoformées. Elles peuvent être fabriquées par une société, comme ces deux verrières ici, ou elles peuvent être artisanales. Au milieu, vous avez la verrière en polystyrène classique. Comme vous le voyez, elles sont très souples, elles sont aussi très fines. Elles sont faites par exemple en polyéthylène terephthalate glycose ou en acétate de cellulose. Et on va étudier ces deux matières. Dans la grande molécule que je viens de citer, il y a le mot glycol. Pourquoi est-ce important? Cette bouteille d'eau minérale est faite en polyéthylène terephthalate, alors que ces verrières thermoformées sont faites en polyéthylène terephthalate glycol. C'est le glycol surajouté qui va donner de la souplesse à ces verrières. Voici cette molécule qui contient une partie rigide et une partie souple. Cette partie souple peut faire des rotations de la chaîne, ce qui donne une plus grande souplesse. Maintenant, comme dans les molécules de polystyrène, on trouve des forces de Van der Waals. Il y a aussi des liaisons dipolaires et les forces de Van der Waals sont moins nombreuses, ce qui va ajouter aussi de la souplesse à notre verrière thermoformée. Finalement, dans les verrières en polystyrène classique, les molécules vont former des sortes de spaghettis collés, ce qui va donner la rigidité à votre verrière, alors que les verrières thermoformées peuvent être comparées à des spaghettis dans l'huile. Donc la souplesse des verrières thermoformées en polyéthylène terephthalate glycol va mieux supporter les contraintes mécaniques que le polystyrène transparent. Par contre, au contraire du polystyrène transparent, il va être très sensible à la chaleur et il va se ramollir plus vite. Donc il faut éviter l'eau chaude, le sèche-cheveux et une lampe de bureau trop proche. Pour les solvants, les réactions sont à peu près les mêmes que le polystyrène transparent. Et de toute façon, les colles plastiques vont mal coller ces verrières. Donc à éviter. Il faut donc aussi préférer les colles PVA, avec comme exemple le Micro Crystal Clear. On a vu les verrières en polyéthylène terephthalate glycol. Il existe aussi des verrières thermoformées en acétate de cellulose. La molécule de base principale est le glucose, qui, en se polymérisant, va donner la cellulose, qui est une molécule organique et non pétrochimique, puisque issue du monde végétal. La cellulose étant assez rigide, on va rajouter un groupe acétate pour la rendre plus souple. Voici une partie de la chaîne de cellulose avec les groupements acétates. Quelles sont les forces qui vont attirer entre elles les plusieurs molécules d'acétate de cellulose? Comme dans le polystyrène transparent, on a les forces de Van der Waals. Comme le polyéthylène terephthalate glycol, on a des liaisons dipolaires. Mais en plus, dans l'acétate de cellulose, on a des liaisons hydrogènes. Et justement, les groupements acétates vont faire qu'il y a moins de liaisons hydrogènes. Et donc les forces interchaînes sont modérées, ce qui va donner la souplesse aux verrières transparents en acétate de cellulose.
Donc pour les contraintes mécaniques, elles sont souples, flexibles, elles plient avant de casser et il n'y a pas de fissuration. Par contre, elle peut marquer plus facilement, donnant des enfoncements ou des rayures. Par ailleurs, ces verrières sont très fines, donc elles peuvent se déchirer. Il ne faut pas tirer dessus de façon prolongée car elles sont sensibles à l'étirement et donc peuvent se déformer. Au niveau des contraintes thermiques, c'est strictement la même chose que les verrières en polyéthylène terephthalate glycol. Il faut donc éviter l'eau chaude, le sèche-cheveux, des lampes trop proches. Il y a aussi une particularité, avec le temps, elles peuvent jaunir. Pour les contraintes chimiques, il faut éviter, comme le polystyrène transparent, le polyéthylène terephthalate glycol, les cols solvantés et les solvants. On préférera là aussi les cols PVA, comme la microcristal clear. Nous avons donc vu ensemble l'aspect théorique entre le plastique opaque et transparent, et par la suite nous avons vu quelques conseils pratiques pour les parties transparentes comme les verrières et les parties vitrées. J'espère que cette vidéo sur un des aspects théoriques du maquettisme vous a plu, et n'hésitez pas à commenter cette vidéo, cela me permettra éventuellement de faire des ajustements dans mes vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en appuyant ou en cliquant sur le bouton Reste Modèle ou sur le bouton S'abonner. N'hésitez pas à commenter cette vidéo et à la partager, et un pouce bleu me ferait plaisir.